pour ceux qui viennent de se joindre à nous, rebonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Alors nous sommes à notre rendez-vous de Zoom sur, notre rendez-vous hebdomadaire. Parlons environnement. La Mauritanie est confrontée à de nombreux défis environnementaux qui menacent sa biodiversité et son développement durable. Face à ces enjeux, les autorités mauritaniennes ont pris des mesures pour protéger l'environnement, mais beaucoup reste à faire pour assurer le développement durable et respectueux de la nature. Donc, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, placée cette année sous le slogan « Combattre la pollution plastique », le ministère de l'Environnement et du Développement durable, la ministre plutôt de l'Environnement et du Développement durable, Aïda Camara, a affirmé qu'il est impératif d'arriver à une grande mobilisation en vue d'une meilleure protection de nos maigres ressources naturelles afin de renverser la tendance et d'amener la population à devenir elle-même des agents actifs au développement durable et à l'équilibre de notre nature. Alors pour en parler ce soir, nous avons avec nous M. Ahmed Oulizain, qui est chargé de mission au MED. Également, pour nous accompagner ce soir, Mme Wagé Fatimata Simina, directrice de la planification, de la coordination et des statistiques au MED. Alors, avant d'entamer le débat, je vous invite à suivre ce reportage de Bokar Bailaba qui revient sur les temps forts de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est axée sur les solutions à la pollution plastique. En d'autres termes, la journée est une occasion de montrer comment les pays, les entreprises et les particuliers apprennent à utiliser ce matériau de manière plus durable, ce qui permet d'espérer qu'un jour, la pollution plastique fera partie du passé. Les pollutions par les déchets de toutes sortes, notamment les déchets plastiques, envahissent nos villes et nos campagnes. Mais également les pollutions par les produits chimiques, les rejets de fumée nocives pour la santé, pour ne citer que cela, sont de véritables problèmes de société. Les scientifiques tirent chaque jour la sonnette d'alarme et de plus en plus fortement. Mais la coupe d'arbres continue, la carbonisation de nos maigres ressources en arbres s'accentue, le déversement de tout type de déchets dans nos océans, les pollutions de nos sols sont une réalité. La préservation de l'environnement est un engagement fort de son Excellence, le Président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani. Le chef de l'État a en effet inscrit cette problématique parmi les axes prioritaires de son programme électoral en juin 2019, Taoudati. Et son programme prioritaire est la régie, le PROPEP, à travers son axe 5, consacré à la préservation de l'environnement, la création d'emplois verts pour la réduction de la déforestation, la restauration des terres dégradées, le renforcement de la Grande Muraille verte et la lutte contre les pollutions. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable met en œuvre cette politique en traduisant ses engagements en actions ambitieuses, ayant pour objectif la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. À son tour, le maire de la commune de Riyad, Abdallah Idriss, a souligné les efforts déployés par la commune dans la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le monde est inondé de plastique. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Sur ce total, moins de 10% sont recyclés et on estime que 19 à 23 millions de tonnes finissent dans les lacs, les rivières et les mers. Merci beaucoup à Bokar Bailaba. Alors, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de cette quinzaine qu'a organisée le MED avec ses partenaires. Cette année, la thématique de la Journée mondiale de l'environnement est consacrée au combat contre les déchets plastiques au niveau des océans, mais également au niveau de la capitale. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, M. Ahmed? Merci beaucoup, madame. Je tiens tout d'abord à remercier la chaîne El Mauritania pour avoir donné l'occasion au ministère de l'Environnement et du Développement durable de sensibiliser, de mobiliser davantage sur ces thématiques de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles et la promotion du développement durable de manière plus spécifique. Effectivement, la Mauritanie, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, a toujours célébré la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin.
suivi de la célébration de la journée du 8 juin, celle des océans. Et bien sûr, une thématique extrêmement importante pour notre pays qui est la lutte contre la désertification, prévue le 17 juin prochain. Donc, Madame Dalia Ali Kamara, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a jugé de concevoir un concept d'une série d'activités sous l'appellation quinzaine. Donc, c'est des activités en série qui vont marquer, bien sûr, la célébration de la thématique internationale qui est la lutte contre les déchets plastiques, mais aussi faire en sorte que la Mauritanie, les Mauritaniens, nos concitoyens puissent être sensibilisés davantage, monter le niveau de prise de conscience sur les enjeux de l'environnement et bien sûr marquer aussi leur engagement au bénéfice d'un développement durable harmonieux. Donc nous avons commencé par la journée du 5 juin que ma collègue ici va développer davantage par une activité au niveau de la Moukata'a de Riyad dans un parc aménagé ou réaménagé sous forme d'une contribution de la part du ministère de l'Environnement et du Développement durable à la qualité de vie meilleure de nos concitoyens et des habitants de la ville de Nouakchott. Cette quinzaine a été marquée aussi par des activités de nettoyage un certain nombre de centres de concentration d'individus, ça veut dire des marchés, des plages, et ont aussi été marqués par des conférences, des débats, des animations culturelles avec des écoles et bien sûr des groupes artistiques pour pouvoir sensibiliser davantage. Et donc la journée des océans a été marquée par le déplacement de Madame la ministre au niveau de Nouadhibou, dans une zone vulnérable et sensible qui est la baie de l'Étoile, que nous estimons un endroit privilégié pour marquer l'engagement de la Mauritanie au bénéfice de la protection des océans et de la gestion durable des zones marines et côtières. Et donc, une zone censée être assez riche en ressources halieutiques, en ressources aussi en diversité biologique, et donc qui subit des pressions humaines, des pressions aussi dues à des effets de changement climatique. Et donc nous envisageons de l'inscrire dans une dynamique de protection et donc de création d'une aire marine et côtière protégée. Voilà très rapidement ce que je pouvais dire sur ce point-là. Et donc la journée du 17 juin sera aussi marquée par un certain nombre d'activités, un déplacement à l'intérieur du pays, l'accompagnement d'un certain nombre d'initiatives de citoyens et surtout menées par des ONG actives en matière de protection de peu de forêts que nous avons, de peu de couverts végétal, mais aussi marquer l'engagement des pouvoirs publics pour le reboisement, la gestion des terres dégradées, la fixation des dunes, tout ça pour limiter les effets du changement climatique qui sont manifestés par cette désertification, la sécheresse et d'autres calamités naturelles. Nous pouvons les détailler plus tard. Alors, pour rentrer plus en profondeur, Madame Wagué, parlez-nous un peu de ces journées, de ces actions que vous avez eu à multiplier ou que la ministre veut multiplier, les sensibilisations, la communication sur la valorisation des solutions locales aujourd'hui pour endiguer le problème des changements climatiques, mais aussi pour sensibiliser la population autour des questions environnementales. Merci Madame Frey et bonsoir à tous. Donc ces actions ont pour but de sensibiliser le maximum de personnes. Le maximum de personnes qui doivent être informées, sensibilisées sur leur mode de consommation et leur mode de gestion et d'utilisation des ressources au niveau du pays. Donc ce que nous constatons au niveau national et international, c'est que nous utilisons excessivement du plastique
et des plastiques jetables. Et ça augmente la production de déchets. Et ces sensibilisations, c'est pour informer les gens. Plus tu es informé, plus tu vas revoir tes modes de consommation et tes modes d'utilisation des ressources, quels qu'ils soient. Donc, on a pu toucher les populations au niveau des marchés lors de ces campagnes de nettoyage des marchés. Donc, on en a profité pour sensibiliser pour les clients, les commerçants qui sont au niveau de ces marchés sur l'utilisation des sacs en plastique. Déjà que la loi interdit l'utilisation de ces... Et qui n'est pas vraiment respectée. Qui n'est pas il y a vraiment... beaucoup d'utilisation de plastique dans le pays. Voilà, qui n'est pas vraiment respectée. Donc il faut revenir, resensibiliser. Parce que parfois, si la sensibilisation n'est pas faite en continu, les gens ont tendance à oublier. Donc ça nous a permis de distribuer des sacs biodégradables, réutilisables au niveau de ces marchés. Et donc les gens étaient réceptifs à cette information. Donc on pense qu'avec des actions comme ça, on peut sensibiliser. Au niveau du marché aux poissons, donc les campagnes de nettoyage ont continué au niveau de la plage. Donc on a mis l'accent au niveau du marché aux poissons parce que c'est un endroit aussi où il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'usagers. Donc ça nous a permis aussi bien d'enrôler les acteurs de la plage, aussi bien les visiteurs, les mareyeurs qui étaient sur place, l'équipe du marché aux poissons, donc la direction du marché aux poissons, la fédération des pêches. Donc eux tous, avec la société civile, ils nous ont accompagnés dans cette campagne de nettoyage et de sensibilisation. Et les gens étaient beaucoup réceptifs et on pense qu'ils pourront continuer eux-mêmes l'action parce que cette action ne doit pas être portée que par le ministère de l'Environnement. C'est une action citoyenne. Nous devons tous avoir une éducation civique poussée pour protéger ensemble nos ressources. Donc avec cette action, on suppose que chacun d'entre nous est devenu aujourd'hui ambassadeur pour continuer le combat. Et concernant les activités, quelles sont les différentes activités que vous allez plus en détail, parce que M. Ahmed en a parlé tout à l'heure, mais plus en détail les activités que vous avez déjà eu organisées, mais celles aussi qui restent en fait à faire pour englober un petit peu la quinzaine. Ok. Donc, on a fait une cérémonie officielle de lancement avec nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les ambassadeurs, les chancelleries qui sont au niveau de notre pays et les départements ministériels. Nous avons ensemble lancé les activités de la quinzaine au niveau du parc urbain de Tarhil. Donc, le parc urbain de Tarhil, ce choix est fait parce que nous voulons collaborer avec la commune, la région de Nouakchott, ainsi que le ministère de l'Habitat dans l'aménagement de 20 parcs urbains. Donc eux, ils sont dans la construction de parcs urbains. Donc on veut faire une touche environnement en mettant en place des bancs avec des matériaux écologiques recyclés. Ça peut être des pneus, des matériaux, des palettes de bois. Donc mettre en place des bancs, mettre en place des aires de jeu avec des matériaux recyclés, passer le message sur les murs en taguant les murs de ces parcs avec des messages de sensibilisation à l'environnement, renforcer le boisement qui est en place parce que ce sont des parcs avec des parcours piétons, donc mettre de l'ombre au niveau de ces parcours piétons et en mettant en place aussi un système de gestion avec les riverains pour une gestion durable de ces espaces. Donc le lancement a été fait au niveau du parc de Tarhil pour continuer cette lancée d'ici 2024, pouvoir aménager au moins 20 parcs urbains. Donc ça c'était le côté parc urbain. On a fait des campagnes maintenant au niveau des marchés, on a nettoyé et sensibilisé au niveau de 3 marchés, 5e, marché Capitale et marché Arafat. On a eu vraiment une mobilisation de masse. La société civile nous a accompagnés, ainsi que la Fédération mauritanienne de football, qui ont mis à disposition des équipes de foot. Les communes nous ont accompagnés, ainsi que la région. Donc, on a fait une autre activité qui est une sensibilisation vraiment de masse au niveau de la maison de jeunes, où on a essayé de brasser beaucoup de thématiques lors de cette journée. C'est d'abord une exposition de tout ce qui se fait au niveau du ministère, au niveau des parcs nationaux. Donc on a le parc d'Aoulégat, le parc d'Idjaouling
et l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, ils ont pu exposer leurs activités, leurs réalisations. Donc, en collaboration avec une école de la place, il y a une troupe théâtrale qui nous a fait un sketch sur l'arbre à la cour criminelle. Donc, c'est l'arbre qui porte plainte pour les agressions qui lui sont faites. Donc, c'était une leçon apprise à la fin et ça a été fait. Ce qui était intéressant, c'est que ça a été fait par des enfants. Donc, on voit aussi, parce que c'est eux qui sont le futur du pays, qui sont l'avenir. Donc, si eux, ils ont une prise de conscience, donc on se dit que l'avenir, on verra une Mauritanie meilleure avec une meilleure gestion de nos ressources, une meilleure gestion de nos déchets. Donc, voilà. Et maintenant, on va clôturer. Il y a eu l'action de, comment on appelle, ce qu'on a fait au niveau de Nouadhibou, le 8 juin. C'était la célébration de la journée mondiale des océans et qui a été faite au niveau de la baie de l'Étoile. Donc c'est pour aussi attirer l'attention que c'est un écosystème fragile qui est à cet endroit et qui mérite d'être protégé. Donc je pense aussi à ce niveau que le message a été passé parce qu'il y a une grande mobilisation autour de cette activité. Et comme l'a dit mon collègue Ahmed, on va clôturer cette quinzaine par l'activité du 17 juin pour célébrer la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. On va faire des actions au niveau de tous les pays, des actions de reboisement. Donc au niveau de la tracée de la Grande Muraille Verte et au-delà, même à Nouakchott et partout, on va essayer de faire du reboisement et nous faisons un appel à tous les citoyens qu'au moins qu'on puisse avoir ce challenge d'un citoyen en arbre. Donc d'ici le 17 juin, c'est un appel que nous faisons, que tout le monde puisse planter un arbre et l'entretenir. Au-delà de ces activités, je vous pose la question à tous les deux, de ces activités qui ont eu à être organisées, est-ce que vous sentez une certaine réceptivité, disons, de la population, un certain, disons, pas tout de suite peut-être, mais un changement de comportement, ou peut-être qu'il faut des mesures plus draconiennes, l'éducation environnementale, pourquoi pas, à l'école, au-delà même de la gestion, peut-être gérer un petit peu plus les déchets, parce que c'est des mesures d'accompagnement aussi qu'il faut en amont de ces activités que le ministère organise. Quel est le point, quel est le plan d'action du ministère face à tout ça? Merci. Nous ne pouvons pas, ce n'est pas un combat d'un jour. Hein. Ce n'est pas un combat d'un jour. Si nous prenons l'historique de la thématique protection de l'environnement et développement durable, elle est là depuis belle lurette pour la communauté internationale et pour la Mauritanie en particulier. Donc c'est une action continue. Nous avons des programmes effectivement, et ça, vous l'avez prononcé, nous avons un programme d'éducation à l'environnement. Nous avons un programme ambitieux avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle le programme national École verte. Où nous sommes dans une phase pilote. Le choix s'est porté sur une école par Muqata'a et nous expérimentons 2 à 3 thématiques importantes. D'abord, c'est essayer de trouver le moyen d'inscrire dans le programme pédagogique dès l'école primaire un certain nombre d'éléments, des modules portant sur la protection de l'environnement et la gestion du développement durable. Pour la partie investissement, je dirais, physique, la direction d'ailleurs de Mme Ouagué s'active avec nos partenaires au développement et le ministère de l'Éducation en particulier et des ONG actives dans le domaine, de réaménager un certain nombre d'écoles, de planter des arbres, de créer des clubs d'élèves soucieux de l'environnement et actifs pour la sensibilisation et la mobilisation, pas seulement au sein de l'école, mais aussi dans le quartier de ces écoles et au sein des familles. Donc c'est un programme dans une phase pilote qui doit s'achever d'ici la fin de l'année scolaire 2024 et qui sera certainement évalué pour savoir quelles sont les pistes à consolider, quels sont les enseignements à tirer pour pouvoir asseoir un véritable programme qui s'inscrit dans la durée. L'éducation à l'environnement, c'est une des actions phares du ministère, de sensibilisation aussi. Et donc nous n'avons pas une jauge pour dire stop, on est bon, la prise de conscience est arrivée à
à son niveau optimal du tout. C'est tous les jours, c'est des prospectus, c'est des flyers, c'est des conférences, c'est des ateliers, des tables rondes, des démarches citoyennes avec nos délégations régionales au niveau de l'ensemble des wilayas. Et donc, c'est des programmes qui s'exécutent. C'est des dépenses publiques, ça je le rappelle, est quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de la loi des finances, dans le cadre du programme élargi du président de la République, le PROPEP, nous avons des actions de sensibilisation et d'éducation à l'environnement, pas seulement pour les questions de reboisement, mais pour la question aussi de la lutte contre les déchets solides, les déchets plastiques et bien d'autres. Donc c'est un programme, je dirais, de gestion intégrée. On ne laisse rien qu'il ne soit pas prioritaire pour pouvoir s'inscrire dans une transition, je dirais, écologique, véritable pour les pays dont il en a besoin, parce que tout simplement, nous avons des ressources naturelles, elles sont malheureusement très convoitées, dans un sens où s'ils ne sont pas gérés de manière rationnelle, peuvent tout simplement être, je dirais, anéantis. Et il faudrait peut-être faire comprendre aussi à l'ensemble des citoyens que ce n'est pas seulement leur présent dont ça dépend, mais ça dépendra aussi de leur futur. Et donc, la préparation du futur est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est à partir d'aujourd'hui qu'il faudrait s'y organiser. Donc, les dépenses publiques prennent en charge. Nous faisons appel aussi à des partenaires techniques et financiers pour nous accompagner dans ces démarches de sensibilisation et de mobilisation. Et donc, l'action continue. D'accord. Et Madame Voguet, qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur justement la planification de tout ce qui est programme, et parce que vous avez quand même des actions, des programmes ambitieux, parce qu'on l'a écouté tout à l'heure, la ministre, Madame la ministre Laïa Camara le disait, il y a des programmes qui sont très ambitieux, mais qu'est-ce que pour l'accompagnement aujourd'hui, pour l'accompagnement de la réalisation de ces programmes, justement, en parlant de l'éducation environnementale. Ensuite, nous avons aussi la gestion des déchets, parce que je suppose que vous n'avez pas choisi le thème de gestion des déchets plastiques pour rien. Le combat n'est pas facile, mais il n'est pas perdu. Donc, on a vraiment espoir que le message va passer, mais comme vous l'avez dit, il nous faut continuer la sensibilisation. Donc, parce que les adultes ont développé des habitudes qui ne peuvent pas être laissées du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a envie de changer ton comportement en termes de gestion des ordures, mais les habitudes sont ancrées, mais à force d'avoir un message qui t'informe des dangers de ce comportement, tu pourras changer dans le futur. Donc, le programme École verte, comme l'a dit mon collègue Ahmed Zen, est un ambitieux programme, donc qui va au-delà des modules d'enseignement. C'est de renforcer aussi la capacité des enseignants à prendre en compte l'éducation environnementale, à pouvoir animer ces clubs verts au niveau des écoles. Donc, c'est aussi l'aménagement de ces cours d'école, parce que l'aménagement de ces cours d'école va au-delà de l'éducation environnementale, c'est-à-dire la protection de l'environnement, mais c'est aussi développer plus de citoyenneté pour ces élèves. Parce que ces écoles, quand ils sont aménagées, si on constate les écoles, la cour des écoles en Mauritanie, très souvent, c'est du sable. C'est vide. C'est du sable, c'est vide. Il y a par-ci et là, de part et d'autre, quelques arbres. Mais si on apprend aux enfants, dès le bas âge, que l'école, la cour doit être aménagée, l'allée de passage, c'est par là. Tout le monde doit passer par là. De l'autre côté, c'est réservé pour les jeux. Les bancs, pour se reposer et prendre son goûter, c'est de l'autre côté. Donc, ça apprend aux enfants aussi à l'ordre. Donc, plus de civisme. Donc, l'espace qui est réservé aux ordures, c'est de l'autre côté. Donc, c'est ancré. Donc, tu ne peux plus jeter tes ordures n'importe où. Donc, ça fait changer le comportement. Et ce qu'on constate aussi, les élèves, ils regardent leurs enseignants. Donc, le renforcement de capacité des enseignants aussi, c'est pour les amener à plus de civisme, une meilleure gestion des ordures. Donc, parfois, tu n'as même plus besoin de parler à l'enfant. Dès qu'il te voit toi-même adulte, mettre les ordures là où il faut, ils le feront. Donc,
avec tout ça, on accompagne l'ensemble de ces actions avec des panneaux de sensibilisation, des panneaux sur l'utilisation des déchets, les ordures par exemple avec un écriteau écrit les ordures là où il faut, le tri des déchets, donc avec des tableaux, avec des bacs à ordures de couleur. Donc tout ça, et on a fait l'expérience dans une école, et dès que ça a réussi, on va dupliquer ça dans les 63 écoles pilotes, parce qu'on a une école par Muqata'a. Donc, et maintenant, pour les adultes, la sensibilisation, ça continue, et on suppose que dans chaque catégorie d'acteurs, c'est-à-dire si on prend les pêcheurs par exemple, on va dire qu'ils ont toujours des bidons en plastique, que dès qu'ils terminent pour faire le vidange de leur moteur en mer, dès qu'ils terminent très souvent, ils les jettent en mer. Donc ils amènent de la nourriture en mer, et souvent c'est emballé dans des plastiques ou en tout cas des matières qui ne sont pas biodégradables et qu'ils jettent en mer. Donc peut-être développer des habitudes auprès d'un groupe qui va être dupliqué plus tard, c'est d'avoir toujours des sacs à ordures dans leur pirogue pour gérer leurs ordures et les ramener au niveau de la terre ferme pour que ça soit géré de manière durable. Donc pour chaque catégorie d'acteurs, nous essayons de mettre en place des actions de sensibilisation pour que la tendance ne soit pas catastrophique. Nous avons parlé de la sensibilisation des enfants, des adultes, mais est-ce que nous parlons de la sensibilisation aujourd'hui des entreprises? La Mauritanie se dirige quand même vers l'exploitation, comme a dit tout à l'heure M. Ahmed, vers des ressources naturelles qui sont quelque peu des fois assez, disons, comment dirais-je déjà le mot, qui ne sont pas très très bonnes en fait à l'exploitation sur le long terme. Voilà, et pour la gestion, oui, renouvelable, ni même des fois nuisibles pour la santé peut-être. Donc pour une bonne gestion de toutes ces ressources et tout, est-ce qu'il y a aussi une sensibilisation pour les entreprises, pour le gouvernement, pour l'État, pour toutes ces entreprises étrangères ou même entreprises nationales qui sont ici? Voilà. C'est fait aussi, on appelle ça la responsabilité sociétale des entreprises. Donc des actions sont entreprises dans ce sens aussi. Et comme vous le savez, les entreprises, ils ne peuvent pas mettre en œuvre leur activité sans faire une étude d'impact environnemental et élaborer un plan de gestion des impacts potentiels. Donc ils doivent mettre en œuvre le plan de gestion de leur... Et il y a un suivi qui se fait au niveau de notre direction qui s'appelle la direction de l'évaluation et du contrôle environnemental, qui fait une évaluation et un contrôle des entreprises nouvelles et anciennes qui sont sur place et fermées s'il le faut. Et en tout cas, il y a un cahier de charges qui est en place pour l'accompagnement et le suivi des entreprises. Et quand nous parlons aujourd'hui du développement urbain accéléré, de la multiplication des activités socio-économiques et l'extension non contrôlée, disons, des zones d'habitation qui ont subi de véritables défis quand même en termes de risques sanitaires, naturels ou même climatiques, où un petit peu tout le monde se regroupe au niveau de Nouakchott, tout le monde fuit un petit peu. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Merci, question pertinente. Effectivement, c'est un phénomène que la communauté internationale aussi a pris en considération et de manière assez vigoureuse. On se souvient qu'il y a des objectifs de développement durable, on les appelle communément dans le jargon des ODD. Donc il y a des ODD spécifiques dédiés à ce qu'on appelle la ville, c'est-à-dire tout ce qui est politique de la ville, tout ce qui est aménagement de la ville, tout ce qui est qualité de la vie dans une ville, concentration humaine, changement climatique, CO2, déchets ménagers, infrastructures, la qualité des bâtiments, beaucoup d'éléments sont à prendre en considération. Et effectivement, nous avons ces instruments d'évaluation environnementale qui sont au préalable exigés pour démarrer toute activité. Je dirais que nous devons les généraliser et les rendre aussi systématiques. C'est-à-dire, ils sont fortement appliqués dans des industries extractives, fortement appliqués dans des secteurs d'activité, je dirais d'un niveau de complexité assez élevé, mais parfois on s'en passe dans d'autres secteurs.
nous avons, par exemple, pour la politique de la ville, une convention avec le conseil régional de Nouakchott pour la qualité de l'air. C'est un programme aussi ambitieux. Nous voulons mutualiser nos moyens, reposer sur un certain nombre de compétences. L'Institut national de recherche en santé publique qui font des prélèvements sur la qualité de l'air aussi au niveau de Nouakchott. Et nous devons s'acquérir d'un certain nombre d'instruments, de mesures pour pouvoir donner des réponses, que ce soit des pics de pollution, que ce soit des éléments de cet ordre qui peuvent donner aux décideurs quelle est la meilleure lecture pour prendre la bonne décision. Pour ce qui est du secteur du BTP, nous essayons d'introduire cette pratique d'évaluation préalable. Nous n'avons pas peut-être toutes les technologies que vous avez peut-être l'occasion de voir un peu partout à la télé, dans d'autres pays et surtout des pays industrialisés. Mais nous essayons de mettre au moins un certain nombre de pratiques pour pouvoir être de manière écologique, respectueux de l'environnement. On est tout au début de ce processus dans ce secteur, le secteur des infrastructures, le secteur des BTP, et donc dont dépend d'ailleurs le bâtiment et la qualité de vie dans une ville. Les transports publics sont source de pollution. Là, nous devons s'associer, et nous comptons d'ailleurs le faire dans le cadre d'une réglementation qui verra le jour très bientôt, c'est associer le contrôle technique des véhicules avec bien sûr une évaluation, je dirais, environnementale du niveau de pollution des moteurs de ces véhicules. Donc c'est un certain nombre de mesures qui ont été déjà annoncées par des instruments, je dirais, juridiques contraignants. C'est-à-dire nous avons une loi pour la lutte contre la pollution atmosphérique, elle date de 2018, mais elle a besoin d'un certain nombre de textes d'application pour entrer en vigueur. Et je reviens d'ailleurs sur la question de la lutte contre la pollution plastique, pour dire que la loi existe, qu'elle n'est pas bien pratiquée. Je vais la remettre un peu dans son contexte de l'époque. C'est vrai qu'il y a eu une réglementation en 2012, un texte assez sommaire, très timide, qui a été suivi par une loi débattue à l'Assemblée nationale, adoptée, mais des mesures d'accompagnement ont plutôt affaibli cette législation. Il fallait trouver des alternatives, il fallait donner un délai de grâce aux utilisateurs des sacs plastiques, à les bonifier s'ils font de la transformation, utiliser d'autres moyens plus amis à l'environnement. Et donc, un certain nombre d'améliorations devaient être, je dirais, rajoutées. Donc, une certaine préparation à la transition. Préparation à la transition pour que tout le monde s'y met de manière responsable et active et donner la possibilité aussi à ce qu'on appelle l'innovation en la matière. C'est-à-dire donner des bonus, accompagner, accorder des financements avec facilité pour des entreprises qui font de l'innovation en matière de produits recyclables, de produits alternatifs, des solutions alternatives à l'utilisation des sacs plastiques et de manière crescendo faire sortir un peu le sac plastique aussi bien en termes d'importation, de fabrication et d'utilisation chez les simples usagers. Donc brusquement annoncer une loi à l'époque en 2018, en 2012 et dire écoutez on interdit les sacs plastiques sans pour autant donner une solution immédiate et des mesures d'accompagnement était peut-être un des éléments qui ont affaibli l'application de cette loi. Donc nous sommes mis justement depuis janvier 2023 et là actuellement nous venons juste de terminer, nous avons participé à des négociations sur un traité international sur la lutte contre le plastique mené à Paris sous l'égide des Nations Unies. Et nous comptons beaucoup sur cet instrument qui sera de portée internationale et surtout contraignant pour l'ensemble des pays pour pouvoir bénéficier d'une expertise et bien sûr incorporer ce traité au niveau national avec toutes les mesures d'accompagnement qui peuvent nous amener à optimiser notre intervention, et pas seulement en termes de répression,
c'est surtout en termes d'accompagnement et d'utilisation efficiente de nos possibilités. La lutte contre les déchets, là aussi nous sommes dans une phase de préparation d'une loi sur les déchets solides où les parties prenantes, les ministères de l'Intérieur, les ministères des Transports et le ministère de la Santé, les opérateurs privés, bien sûr, sont sollicités pour donner leur avis et pouvoir intégrer l'ensemble des éléments qui peuvent nous amener à élaborer un texte de loi qui soit, je dirais, théoriquement efficace et pouvoir être mis en pratique de manière plus efficiente. Et donc, il est en gestation et il sera présenté très bientôt en Conseil des ministres. Donc, c'est d'abord le traitement des déchets ménagers. Nous revenons un peu sur la question des industries extractives, des sociétés. Effectivement, nous avons ce cahier des charges à l'issue de l'étude d'impact environnemental et de l'avis de faisabilité environnementale que nous leur accordons. Ils ont un cahier des charges à respecter et nous suivons de manière rigoureuse l'évolution de leur activité. Il y a aussi de la volonté de la part de l'opérateur lui-même, c'est-à-dire de faire une auto-évaluation. Il est tenu justement parce que de la responsabilité sociétale, la concurrence, le produit, la compétitivité des opérateurs amène tout le monde à ce qu'il s'intéresse et protège l'environnement et aborde la question de la transition écologique de manière sérieuse en investissant dans les outils, dans les équipements, en renforcement de capacités pour pouvoir vendre tout simplement son produit avec de la qualité. Et le label éco est important, pas seulement au niveau du marché des pays du Nord, mais ça devient aussi sur notre continent quelque chose d'extrêmement important. Donc l'opérateur lui-même s'oblige à mettre en place une politique hygiène, sécurité et environnement pour pouvoir être compétitif. Et donc tous ces éléments sont pris en considération et le département veille à ce que ça soit appliqué de manière la plus rigoureuse possible. Alors, Madame Waghi, pour compléter un peu, Monsieur Ahmed, concernant le programme ambitieux, concernant la planification, concernant aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, le RSE, des sociétés et tout, et concernant l'industriel, le développement de l'urbanisme, et qui sont vraiment des défis en termes de risques sanitaires, je le dis tout à l'heure, et changement climatique et aussi industriel. Comment aujourd'hui fait le MED aujourd'hui avec les parties prenantes, avec ses partenaires pour surmonter un petit peu tous ces problèmes-là, tous ces défis-là? Donc, dans le cadre aussi de la contribution déterminée nationale qui a été mise à jour, je pense, en 2021, donc les plans d'action sectoriels sont en train d'être élaborés. Donc, cette contribution, c'est de dire la Mauritanie comment elle va procéder pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, des plans qu'on appelle des plans sectoriels de mise en œuvre de cette CDN sont en train d'être élaborés. Donc si on prend le secteur, par exemple, de l'énergie, c'est par exemple le ministère des Mines dans le cadre de cette planification, comme c'est eux qui nous fournissent aussi l'énergie, c'est le ministère des Mines et de l'énergie, comment ils vont mettre en place des énergies renouvelables. Donc chaque secteur va dire comment il va contribuer. Donc c'est en même temps, ça rentre dans la protection de l'environnement. Donc pour moi, même le secteur du bâtiment, par exemple, peut voir dans cette planification comment ils vont procéder. Parce qu'on voit, particulièrement à Nouakchott, dans beaucoup de bâtiments, les gens sont obligés d'allumer la lumière même en plein jour. Parce que les bâtiments, on n'a pas de normes de construction. Donc, ce qui fait que très souvent, il y a des problèmes d'aération. Donc, ça va sûrement créer des problèmes de santé. Donc, pour des manques d'aération, des manques de lumière. Donc, on augmente nos consommations d'énergie. Donc, c'est mauvais aussi bien pour nos poches que pour l'environnement. Donc, si on essaye avec le ministère de l'Urbanisme, dans le cadre de cette CDN, de
de changer, de mettre en place, d'abord, comme l'a dit, pour les sachets plastiques, au lieu d'arriver tout de suite sur des normes et des lois, c'est de passer par une sensibilisation, d'informer pourquoi il est important de changer de mode de construction dans certaines localités. C'est juste pour ne citer que ceci, avec l'ensemble des secteurs, on doit faire Mais justement, je parle du partenariat, parce que quand on parle en termes de pénalisation, en réglementation, donc il y a des départements qui s'occupent de ça. Il y a aussi l'innovation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui innovent dans le domaine des déchets plastiques, qui ont des pneus, qui en font des salons et qui en font même des bons. Et aussi des briques même en plastique, j'en ai déjà vu. Et il y a aussi de l'innovation concernant comment gérer les déchets. Est-ce qu'aujourd'hui aussi tous ces jeunes-là aussi qui font de l'innovation dans ce domaine-là sont pris en compte? Et ils sont pris en compte, et il y a des partenariats dans le cadre de, comment on appelle, de la direction climat et économie verte. Donc il y a un accompagnement de ces acteurs qui font de l'innovation, qui font le recyclage. Donc un accompagnement aussi bien technique que financier, parce que même si nous, on ne peut pas parfois mobiliser suffisamment de ressources pour ces startups, c'est aussi de voir avec les partenaires comment ils peuvent trouver de l'appui, comment renforcer aussi leurs capacités à travers des formations, des visites d'échange pour renforcer leurs compétences dans ce qu'ils font. Et faire aussi de la promotion, donc même au niveau du parc urbain de Tarhil, là où on veut mettre des bancs avec des matériaux recyclés, c'est en collaboration avec des startups de ce type. Si je peux compléter, nous avons déjà organisé, effectivement, la direction du climat et de l'économie verte, nous avons déjà organisé un forum de l'emploi vert. Donc en collaboration avec nos partenaires de l'Organisation internationale du travail et à travers les bureaux internationaux du travail, nous avons une convention aussi avec le ministère de l'Emploi, de la formation technique et professionnelle, justement pour valoriser tous les emplois verts que notre pays puisse cibler. Nous sommes là bientôt au mois de septembre pour une deuxième édition de ce salon de l'emploi vert. Et effectivement, nous faisons appel à toutes les entreprises, les start-up et toute innovation en matière d'emploi, de création d'emplois verts et surtout d'utilisation de matériaux et de matériel amis à l'environnement. Donc c'est un programme ambitieux aussi. Nous l'avons expérimenté dans d'autres thématiques. Nous avons la même convention avec le commissariat à la sécurité alimentaire pour pouvoir atteindre les ODD 2, qui est la sécurité alimentaire. C'est pour privilégier aussi des projets de développement agricole, d'activités génératrices de revenus, qui soient en parfaite harmonie avec les objectifs de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Nous avons la même convention avec le ministère de l'Agriculture, justement pour pouvoir concevoir et identifier ensemble le potentiel en matière de projets d'agroforesterie et d'agroécologie. Tout ça pour pouvoir, dans un pays désertique comme la Mauritanie, à plus de 80% de superficie en désert, la rareté de la ressource eau et bien d'autres éléments. Donc nous devons veiller à ce que l'agriculture aussi ait sa place parce qu'elle est importante pour plusieurs raisons, en termes de sécurité alimentaire, en termes de Est-ce que nous tenons en compte aussi la dégradation des sols? Justement, donc une agriculture intensive avec des produits qui ne sont pas respectueux de l'environnement, tout ça est à prendre en considération. Et nous avons la possibilité d'expérimenter des pratiques qui sont tout à fait en harmonie avec le respect de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. Donc nous essayons de mutualiser un peu tous ces moyens et de concevoir des programmes ensemble. Nous avons un projet de convention avec l'université de Nouakchott El Asriya, justement pour pouvoir renforcer la thématique recherche et développement et voir quelles sont les possibilités de monter des projets innovants sur la base d'un certain nombre d'initiatives, des laboratoires de recherche, des étudiants,
Et nous sommes preneurs de toute initiative qui peut nous amener à trouver des solutions aux problèmes posés pour l'environnement de manière globale. Donc tout ça n'est peut-être pas très visible pour le grand public. Est-ce qu'il y a une certaine communication autour de toutes les activités du MED et ses partenaires? Et je parle de la société civile déjà qui fait beaucoup, et aussi d'autres partenaires. Est-ce qu'il y a vraiment une très très grande sensibilisation, une très grande communication autour de tout ça pour un petit peu vulgariser l'idée qu'a le ministère? Justement, nous réfléchissons à une stratégie de communication qui peut consolider un certain nombre d'actions qui peuvent paraître un peu disparates ou dispersées, mais la ligne de conduite elle-même est bien tracée. C'est que dans le plan d'action du ministère, Simina, Mme Wagué peut abonder davantage dans ce sens-là, c'est que nous avons 5 axes majeurs, je dirais, qui guident l'intervention du ministère, dont la partie sensibilisation, éducation à l'environnement, et bien sûr, le support, c'est une stratégie de communication, ont l'ambition de vulgariser davantage toutes ces actions. Nous ne serons peut-être pas, je dirais, au jour d'aujourd'hui, en mesure de toucher le plus grand, faire un grand spectre pour toucher le maximum de public, mais nous avons l'ambition de le faire. Ces occasions d'ailleurs de la quinzaine sont une des étapes importantes dans ce processus de communication, de sensibilisation et de mobilisation. Nous avons dans le calendrier aussi du ministère, que ce soit la semaine de l'arbre pour la première semaine du mois d'août, que ce soit d'autres journées qui marquent l'intérêt que porte le pays pour les forêts au mois de février, au mois de mars, les zones humides au mois de février, la biodiversité au mois de mai. Tout ce calendrier, je dirais, environnemental représente une occasion pour le département de communiquer davantage et de travailler de manière tout à fait active avec les ONG, les populations. Vous savez, la question de l'environnement est une question, je dirais, globale, qui embarque tout le monde dans une perspective de, je dirais pas de survie, mais en tout cas de pouvoir gérer de manière durable des ressources naturelles dont nous disposons au bénéfice des générations présentes et évidemment des générations futures. Et donc, nous travaillons avec les écoles, nous travaillons avec les ONG, nous travaillons avec les départements ministériels concernés, nous travaillons avec les partenaires techniques et financiers parce que tout est considéré comme partie prenante. Et chaque occasion dans ce calendrier environnemental, pour nous, une opportunité pour sensibiliser davantage et mobiliser. Gestion des forêts, on l'a fait à Gani, dans la région du Trarza. Au niveau de Bogué, nous avons déjà fait un certain nombre d'actions pas loin de la forêt de Ouaboundé. Le premier trimestre de l'année 2023 a été couronné par une campagne de sensibilisation au niveau des Chami et des Zouerat pour la lutte contre les pollutions dans le sous-secteur de l'orpaillage. Des actions de sensibilisation, des actions d'évaluation aussi, qui ont conduit à évaluer aussi la démarche environnementale des acteurs de ce sous-secteur. Et donc, ils ont été couronnés par un succès, suivant nos évaluations, en termes d'adhésion des populations, des opérateurs, et pas seulement en termes de sanctions. En fermant une ou deux sociétés, ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt c'est la prise de conscience. De prise de conscience. Je dis ça parce que même nous dirigeons après, c'est à titre d'exemple, vers l'hivernage. Ensuite, ce sera une sensibilisation pour des fois la perte de la faune et de la flore et des feux de brousse. Donc c'est important une certaine sensibilisation, une certaine communication avec les partenaires, avec aussi les populations aujourd'hui qui sont vraiment acteurs. La sensibilisation. Là, on est au stade avant l'hivernage, effectivement, c'est une étape cruciale.
Là, nous venons de mettre en place tout un programme. Je rappelle aussi sur les moyens de l'État, les moyens propres de l'État, la mise en place d'un certain nombre de pépinières qui seront prêtes pour la plantation avant l'hivernage. Donc c'est la période la plus propice pour le faire, c'est à partir de fin avril, mai et juin, avant la période de l'hivernage. Donc c'est une campagne qui a déjà démarré. Les feux de brousse, cette année, c'est vrai que nous avons un couvert végétal qui était assez intéressant grâce à la pluviométrie de l'année dernière. La courbe, je dirais, grâce à l'intervention de l'État, justement par le biais du ministère des Transports, parce que l'État engage la SNAT avec le ministère de l'Environnement pour faire les parafeux, et ils ont été déterminants pour stopper un certain nombre de départs de feux de brousse fatal pour notre couvert végétal. Donc nous essayons de s'améliorer davantage pour tirer les meilleurs enseignements des pratiques des années précédentes, pour un peu corriger, je dirais, le programme, améliorer un peu nos interventions. Et là aussi, l'État s'investit beaucoup. Mais nous faisons appel justement aux citoyens, aux populations les plus concernées, les populations cibles, c'est les zones susceptibles de connaître des feux de brousse, pour être davantage vigilants et essayer de nous aider à réduire davantage. Je dis ça parce que quand Madame la Ministre a parlé qu'il est impératif pour elle, impératif pour la population, d'arriver à une mobilisation en vue d'une meilleure protection, je cite, de nos maigres ressources naturelles, afin de renverser la tendance et d'amener la population à devenir acteur, justement. Aujourd'hui, le MED veut amener la population, je suppose la société civile également, la population elle-même, à devenir actrice aujourd'hui de ces changements ou de ces solutions à entreprendre. Si on prend l'exemple de la Grande Muraille Verte, quand on dit Grande Muraille Verte, on a tendance à penser que c'est du boisement, qu'on a un tracé où il faut juste planter des arbres. Donc l'esprit de la Grande Muraille Verte va au-delà du boisement, c'est d'amener aussi les populations riveraines à une utilisation durable de ces ressources. Donc c'est de leur créer des activités alternatives à la coupe du bois, à une exploitation non durable des ressources. Donc à créer aussi au sein de cette population des pratiques de collecte de semences forestières, donc pour le reboisement, impliquer ces populations dans la production des pépinières et dans le reboisement au niveau des sites. Donc au niveau de la Grande Muraille Verte, il y a eu plus de 100 FACI, donc ce sont des fermes agricoles communautaires intégrées qui ont pu être créées, donc qui font travailler plus de, je dirais, 1000 femmes. Donc ça crée vraiment des activités alternatives à l'exploitation irrationnelle de nos ressources. Donc, et maintenant, pour ce qui concerne nos pâturages, en période hivernale, quand les pâturages sont volumineux, il y a ces pare-feux qui sont tracés au niveau de nos 7 wilayas agro-silvopastorales, mais aussi les populations sont sensibilisées sur leur comportement. Parce que très souvent, les feux qui se déclenchent autour de ces pâturages sont liés à l'action de l'homme, donc parfois par négligence, des fumeurs qui passent, ou bien même les bergers, quand ils se reposent quelque part en allumant le feu, en prenant le thé, ça peut se déclencher. Donc on apprend à ces bergers aussi comment stopper le feu très tôt et comment faire l'alerte aussi pour que le feu ne se répande pas trop au niveau de ces pâturages. Je vous laisse nous présenter aujourd'hui à la population un dernier message, sachant que si nous demandons à la population aujourd'hui mauritanienne et partout dans le monde déjà d'arrêter certaines pratiques, il faut quand même des solutions alternatives, comme vous en parlez tout à l'heure, des solutions alternatives, une certaine peut-être
chemin, un certain chemin, voilà, directeur, un petit peu, pour que nous puissions arrêter ces mauvaises pratiques-là et adopter les bonnes. Et aussi, je vous laisse aujourd'hui faire passer un message à la population rapidement, parce que le temps nous rattrape déjà. Donc, je pense que vous allez commencer par Madame. Honneur aux dames. D'accord. Merci. Comme on dit, l'honneur ne se refuse pas. Donc, moi, j'ai mis l'accent sur les produits jetables. Donc, nous sommes rentrés dans une dynamique d'utilisation des produits jetables qui est vraiment, c'est impressionnant et ça fait peur. Ça fait vraiment peur au niveau de la plage. Ce qu'on constate, les pots jetables, les cuillères jetables, les pailles. Donc, ce sont des produits à usage unique. Donc, imaginons que cette salle, c'est juste tout le monde qui vient, qui jette des produits que nous savons qui vont rester 400 ans dans la nature. Sans se dégrader. Sans se dégrader. Donc, vraiment, on doit faire attention à notre consommation, à nos modes de consommation et que chacun soit ambassadeur, acteur pour la protection de notre environnement. Donc, essayons le plus d'utiliser des matériaux qui sont réutilisables ou recyclables. Voilà. Soyons amis, soyons des amis de la nature. D'accord. Monsieur Ahmed. Merci, madame. Oui, bon, c'est un geste au quotidien. J'ai rebondi sur l'usage des sacs plastiques et bien d'autres jetables. Là aussi, on fait appel à notre secteur privé d'investir dans cette industrie de recyclage. Et donc, de trouver aussi, il y a un marché, il faut explorer la finance climatique, essayer de trouver des projets innovants, amis à la nature, et continuer aussi la sensibilisation. Vous savez, un simple geste, toucher l'interrupteur dans une chambre ou dans un salon, ça peut économiser un peu de fuel. Ne pas utiliser parfois le véhicule pour une course qui, pas seulement en termes de santé humaine, mais surtout en termes de santé aussi de la nature. C'est des gestes extrêmement importants. On le fait pour soi-même, mais on le fait aussi pour la communauté et on le fait pour la nature. Donc c'est des éléments qu'il faut vraiment y prêter attention. Tous les jours, au quotidien, nous sommes en mesure de renverser justement la tendance, être plus respectueux de l'environnement. C'est une question aussi de santé humaine. Nous avons vu que la pandémie du Covid-19, parmi les pistes qui ont été, je dirais, explorées pour expliquer un peu la pandémie, c'était la perturbation du milieu naturel, la biodiversité et l'écosystème. Là aussi, il faut vraiment voir l'interdépendance entre la santé humaine et la santé de l'environnement. Donc, il va de soi de notre, je dirais, tout simplement notre vie, notre qualité de vie, de pouvoir respecter l'environnement et de préserver, bien sûr, les ressources naturelles. Nous en dépendons, c'est tout à fait normal, mais les gérer de manière durable, ça peut leur donner aussi plus de possibilités de nous accompagner et de les utiliser de manière rationnelle. Donc, il nous revient, nous, ministère de l'Environnement et du Développement durable, justement d'accompagner toutes ces initiatives, de produire davantage de supports de communication, de sensibilisation et d'information pour le grand public et surtout attaquer tous les niveaux. Pas seulement le niveau scolaire, mais le niveau aussi. Nous avons l'ambition d'embarquer avec nous nos amis de l'administration publique en termes de charte écologique, d'utilisation de moins d'électricité. Il faut d'abord commencer par soi. Voilà. Nous, déjà, au ministère de l'Environnement, nous avons banni les bouteilles plastiques. Nous avons des fontaines d'eau. C'est des galons, des bouteilles à 5 gallons qui sont rechargeables. Et nous essayons d'utiliser plutôt des verres à la place des éléments de cet ordre-là. Ouais. Donc on va essayer d'embarquer toute l'administration, ne serait-ce que l'administration d'abord pour éteindre les onduleurs, éteindre les lumières. Avant de fermer les bureaux, oui. Avant de fermer les bureaux, essayer d'aérer plutôt que d'utiliser de la clim quand ce n'est pas nécessaire. Et des gestes de cet ordre-là vont certainement nous amener à
parcourir un peu de chemin. D'accord, bah, bon courage, bon Merci courage. beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ahmed Boudzaine. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère du Développement et Développement durable. Et merci à vous, Madame Ouagé Fatima Tessimina, directrice de la planification et de la coordination des statistiques OMED. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Je remercie également toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et très bonne suite de programme sur El Mauritania.